En face du portail, j'attends quelque chose dans le froid. L'espace entre les barreaux me permet d'avoir une vue restreinte sur le jardin et la demeure qui changea ma vie. Je ne peux m'empêcher de ressentir un élan de nostalgie incontrôlée malgré les événements passés. Mon devoir. Voilà la raison de ma venue en ces lieux. Avant de m'élancer, je fouille dans la poche gauche de ma veste pour sentir le trousseau de clés que j'avais reçu de notre ancien propriétaire et la boîte d'allumettes que j'ai prise pour un instant précis. Avec la clé portant un emblème de cœur, j'ouvre le vieux portail et m'avance dans le jardin délaissé depuis une dizaine d'années. De la mousse recouvre les murets de pierre, les tiges des anciennes fleurs colorées sont pourries et desséchées, les ponts en bois sont troués de partout, risquant de faire tomber quiconque poserait le pied dessus. Le lierre s'accroche à tout ce qu'il trouve, et les ronces déchirent ma prothèse de pied. En marchant, je ne peux m'empêcher de me rappeler le premier jour ici. Je me revois avec ma petite sœur Elisabeth et mon père devant la maison qui allait nous servir de lieu de vie. À l'époque, on avait dû déménager à cause de gros problèmes financiers, et bien que le lieu méritât certaines rénovations, on était heureux d'avoir de quoi vivre. Avec ma sœur, nous visitâmes les lieux, le temps que les déménageurs installent les meubles. J'avais observé les alentours et vis les mauvaises herbes pousser partout où il y avait de la terre. J'avais trouvé ça dégoûtant, mais pour Elisabeth qui aimait le jardinage, cela ne l'avait pas dérangée et elle avait promis de s'en occuper avant la venue de l'été. Avoir un si grand terrain était un peu un paradis pour elle, qui pourrait réaliser son rêve d'un jardin rempli de roses blanches. Après avoir un peu fouillé, on trouva un chemin de terre menant à un puits qui semblait reconstruit depuis peu. Il était constitué d'un toit, d'une corde pour puiser l'eau avec un seau, et un couvercle en bois était posé à côté. Tout autour du puits, il y avait des pierres plus ou moins grandes et quelques arbres et buissons. À l'époque, j'aimais peindre des paysages et celui-ci était tellement beau que je me promis à moi-même de le retranscrire en peinture. Elisabeth, qui était avec moi, sembla hypnotisée par le puits et alla regarder au fond. Elle ne vit rien, mais elle sembla curieuse et fascinée par ce tunnel sans fond apparent. Jamais je ne pourrai oublier ces souvenirs, tellement ils m'ont réconforté dans les moments durs. J'aimerais rester plus longtemps, mais je sens sa présence et me dirige vers la demeure qu'on a abandonnée. Quand je la vois de si près, je me rends réellement compte de sa détérioration. Les murs de la façade sont décolorés au possible et les fissures sont massives et importantes. Le toit à qui il manquait quelques tuiles se retrouve avec des gouffres béants et les fenêtres autrefois fissurées ne sont plus que des morceaux de bois pourris avec quelquefois des débris de verre. Ne reste que le porche et la porte d'entrée qui semblent encore en état malgré la forte poussière et les quelques toiles d'araignée, semblant vouloir attendre une famille. Monter l'escalier avec une prothèse n'est pas facile, malgré toutes ces années passées. Une fois devant la porte, j'insère la clé avec un emblème de spirale et parcours ses vestiges. Et tout un tas de souvenirs me reviennent. Je me souviens du propriétaire, Monsieur Wyleby, très présent pour nous et notre bonheur. Le jour de notre arrivée, il nous avait offert un beau fauteuil Louis XV, installé dans un coin de la pièce. Je me revois faire sécher mes peintures dans les chambres avant de les accrocher ou de les donner. Je sens l'odeur de notre père essayant de cuisiner sans mettre le feu à un torchon ou à un plat. Je revois ma sœur jardiner ses roses et porter son regard au loin. Une fois au salon, je sors de ma transe et remarque enfin l'état de détérioration de mon environnement. De mes souvenirs,
Il ne reste rien d'autre que du papier peint moisi, encore plus de lézardes sur les murs et plafonds, une cheminée avec encore un peu de bois sur le côté, et une petite porte condamnant un grand malheur. Autrefois, le fauteuil que le propriétaire nous avait offert bloquait son accès. Maintenant, elle est libre de s'ouvrir. Derrière cette porte, je sens la présence qui a changé ma vie, prête à sortir. Avant cela, je mets des bûches dans la cheminée, je m'assois comme je peux, je craque une allumette et allume la cheminée. Sans m'en rendre compte, les souvenirs de ma rencontre avec la chose ressurgissent. Cela faisait 16 mois que nous vivions ici. Le soleil venait de se lever et je me préparais à descendre au fond du puits avec la corde bien attachée à la roue. Ma sœur était à quelques pas de moi, le regard fatigué et effrayé, mais prête à m'aider si besoin. Je fis cela pour récupérer le bracelet qu'Elisabeth avait fait tomber et qui avait jadis appartenu à notre mère. En voyant le visage triste de ma sœur et le fait qu'elle tombait souvent malade dernièrement, j'avais pris la décision d'y descendre pour la réconforter. Après avoir mis des gants pour ne pas me brûler les mains, je descendis en longeant la corde, en prenant bien mon temps. Il m'avait fallu une bonne vingtaine de minutes pour arriver au fond de ce puits. Je crus un moment qu'il était sans fond. Quand j'atteignis le sol, j'eus un sentiment bizarre. L'environnement n'était pas normal, alors que je me trouvais dans un grand espace sombre et vide. La corde toujours dans les mains, j'entrepris de la tirer une fois pour signaler mon arrivée, même si je n'avais pas beaucoup d'espoir que le message passe. Je me sentis attiré par une lumière qui me conduisit vers un lieu étrange. Je vis notre maison, mais en bon état, sans trou, sans fissure, et avec une peinture claire et neuve. La porte était ouverte, et j'entendis une petite voix féminine chanter. Je ne sais pas pourquoi, mais une petite part de lucidité était entrée en moi, et je commençais à prendre peur. Puis plus rien ne me dérangea, et je repris mon chemin. En entrant dans la maison, je reconnus l'intérieur. Que ce soit le couloir principal, l'escalier ou la cuisine par lequel je passais rapidement sans trop m'attarder. Rien ne semblait sortir de l'ordinaire. Arrivé dans le salon, je pus voir la mystérieuse dame chanter. Elle portait une voilette empêchant de voir son visage et une robe sombre mettant en valeur sa silhouette filiforme. Je crus reconnaître ma mère, telle qu'elle était lorsque vaincue par la maladie, et m'effondrer les larmes aux yeux. Elle me souriait, murmurant des mots doux pour que j'approche afin de mieux me voir. Pendant que je me relevais, je pus voir le bracelet perdu d'Elisabeth et une clé accrochée à une ficelle de son poignet. En me rappelant ma sœur encore là-haut, je revins à moi. Sans le savoir, je m'étais fait hypnotiser. La personne en face de moi n'était pas ma mère. Elle n'avait pas sa voix ni sa silhouette. Pour ma survie et Elisabeth, j'avais fait comme si j'étais toujours sous son emprise. Une fois devant la créature, j'arrachai le bracelet d'Elisabeth et sans m'en rendre compte la clé bouton et poussa l'usurpatrice pour m'enfuir. En commençant à courir, j'entendis un cri et en me retournant, je pus voir le visage fissuré de cette sorcière. Elle prit une forme arachnéenne aux membres filiformes, des bras mécaniques, une taille plus imposante, et son visage avait un nez et un menton pointu, un front plus large et des dents acérées. Il ne m'en fallut pas plus pour me pousser à accélérer la cadence par instinct de survie. Je pris le chemin inverse. Je remarquai à peine que le décor virait au blanc quand j'atteignis la corde du puits. Je me dépêchai de la gripper pour remonter au plus vite, voyant la sorcière sur mes talons commencer la montée. Au bout d'un moment,
je vis que mon père, Monsieur Wybie, et ma sœur tiraient sur la corde pour m'aider à sortir. Une fois les pieds sur la margelle, alors que je pensais être en sécurité, je sentis quelque chose m'agripper la cheville droite. C'était la sorcière essayant de me ramener à l'intérieur du puits. Ma sœur et Monsieur Wybie essayèrent de m'aider en me ramenant à eux, mais le monstre gardait bien fermement ma cheville otage, forçant une partie de ma jambe droite à retourner à l'intérieur du puits. D'un coup, mon père posa le couvercle du puits pour le reboucher, mais ma jambe gênait la fermeture. Remarquant une machette à portée de main, je balançai devant moi ce que j'avais et me saisis de la lame pour sélectionner ma cheville afin d'enfermer la créature. J'entendis un splash et mon père réussit à fermer le puits et le propriétaire eut le temps de mettre une pierre sur le couvercle pour condamner celui-ci. Pendant que je perdais connaissance, j'entendis un dernier cri de rage étouffé par la fermeture. Bien plus tard, avant de partir définitivement, j'eus une dernière discussion avec Monsieur Wybie. Par le passé, lui et une amie avaient dû affronter la créature et il pensait s'en être débarrassé. Lorsqu'il hérita de la maison, il la proposa à la location, mais chaque résident qui emménageait disparaissait. Comprenant la situation, il voulut à nouveau affronter la sorcière en passant par la petite porte du salon qui en fait menait à son antre. Sauf qu'il avait jeté la clé au fond du puits. Il fit des recherches et apprit comment vaincre définitivement le monstre. Il fallait détruire la maison. Cependant, il n'en avait pas le courage. Alors, lorsqu'il nous loua la maison, il se montra présent pour nous, afin de nous protéger. Par précaution, il condamna la porte avec un lourd fauteuil et s'assura que rien ne nous arrive. Malheureusement, il ne réussit pas à nous protéger. Ma sœur était tombée malade et je perdis ma jambe droite. En me regardant, il me tendit un trousseau de clés et me dit « Réussi où j'ai échoué » avant de partir chez lui. En entendant le feu crépiter, je sors encore de ma rêverie et en me relevant avec difficulté, me dirige vers la petite porte, l'ouvrant avec la clé bouton. Une fois ouvert, je vois le corps croulant et presque sans vie de la sorcière, avec ses membres mécaniques et son visage encore plus fissuré que dans mon souvenir. Elle est pitoyable et je ne ressens rien. Aucune colère, joie ou jubilation. Je fais juste mon devoir pour éviter à d'autres de subir pire que ce que nous aurions pu vivre. Je prends une bûche laissée sur le côté, la mets à brûler grâce à la cheminée, et une fois que le feu se met à la consumer, la jette au milieu du salon, commençant un incendie. Pendant que je pars de la pièce, je me retourne une dernière fois pour voir le visage de celle qui a détruit de nombreuses vies. Il n'y avait rien de sa part et rien de la mienne non plus. Une fois dehors, en voyant cette maison commencer à se consumer, je me rends enfin compte que je ne fais pas ça par devoir, mais pour me libérer du passé. Lui tournant le dos, je ne peux m'empêcher de partir en murmurant ces derniers mots.